Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Café Scientifique. Nous y sommes. Nous sommes de retour après un bon moment de Ramadan et après le mois de Ramadan, nous sommes de retour sur ce plateau de Café Scientifique. Et le thème qui nous amène ce soir, c'est prévenir ou mieux vivre avec le diabète. Et c'est le titre d'un livre écrit par Dr Bonkana Maïga. Il est médecin, il est nutritionniste et épidémiologiste à la faculté de médecine et d'odontologie. Je suis arrivé, enfin, PEMOS, un centre universitaire de recherche clinique UCRC. Alors, il est enseignant-chercheur, détenteur d'un double doctorat de médecine, de recherche en sciences de la santé et d'un master en sciences en nutrition humaine. Alors, au cours des 10 dernières années, d'abord au Mali, pendant sa thèse d'exercice de médecine au Mali, où il s'est intéressé aux maladies cardiovasculaires, MCV, non transmissibles, MNT, AVC, diabète et HTA. Par la suite, en France, il a confirmé à poursuivre cet intérêt en développant ses compétences et recherches en santé, nutrition avec une sous-spécialisation sur le diabète et les changements de comportement nécessaires pour réduire le risque des MCV. Et c'est ce qui nous amène à prévenir ou mieux vivre avec le diabète du docteur Bonkana Maïga. Docteur, bonsoir et bienvenue. Merci d'accepter notre invitation. Bonsoir Fabrice et bonsoir à tous les téléspectateurs. Tous heureux pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour partager les contenus ou les éléments de notre livre « Prévenir ou mieux vivre avec le diabète ». Alors, dites-nous, quel est votre état d'esprit ce soir sur ce plateau? Mon état d'esprit est surtout détermination avec la volonté de pouvoir partager au maximum les informations sur cette pathologie qui aujourd'hui est un véritable problème de santé publique, informer au maximum, mais aussi potentiellement encourager les uns et les autres, notamment les professionnels de santé, à mieux s'intéresser au sujet et aussi à éventuellement faire la même chose. Très bien. Alors, voici le livre « Prévenir ou mieux vivre avec le diabète ». Qu'est-ce qui vous inspire ou bien qu'est-ce qui vous a inspiré à produire ce livre? Ce qui m'a inspiré à produire le livre, c'est éventuellement, nous sommes animés par la volonté de pouvoir vraiment aider au maximum les patients parce qu'on se rend compte au fil des années, notamment nous dans notre expérience, que cette maladie n'est pas suffisamment cernée et que n'est pas suffisamment connue ou sous-estimée d'ailleurs souvent, et souvent même beaucoup de méconnaissances autour de la question. Donc des années de recherche durant, des années de formation de la question et aussi de publications scientifiques qui s'adressent souvent à la communauté scientifique et peut-être moins les citoyens tout court qui peuvent être impactés ou qui peuvent être intéressés par cette pathologie-là. Donc c'est un certain nombre de ces expériences qui nous a dit, tiens, est-ce qu'on ne va pas pouvoir partager en fait ce que nous avons appris et ce que nous avons constaté et ce que nous avons découvert dans un document qui peut être disponibilisé pour le maximum de personnes. D'où les raisons de ces livres-là aujourd'hui. Très bien. Alors, nous allons dans un moment rentrer dans le vif du sujet, mais ici, au Café Scientifique, nous ne jurons que par la science, nous ne vivons que par la science et la science, pour le développement. Depuis son retour au Mali, il intègre la faculté de médecine de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako, où il travaille sur la gestion de l'alimentation, les modes de vie comme levier de prévention du diabète sous la direction du professeur Seydou Doumbia, à qui nous faisons un clin d'œil, et le soutien de la bourse NIH Forgati D/43. Il a développé ses compétences de recherche en tant que conférencier en santé, nutrition et chercheur sur les problématiques liées à la nutrition et les facteurs de risque modifiables du diabète
diabète. Ces travaux ont permis de publier 5 articles, dont 3 en tant qu'auteur principal. Alors, tout ce parcours, on peut dire bravo, ou bien vous ne dormez pas sur vos lauriers? Oui, modestement, nous essayons en fait d'emboîter le pas à nos précédents, notamment à nos mentors. Vous avez cité une personne assez particulière qui est professeur Seydou Doumbia, qui encourage beaucoup, notamment la jeunesse. Et au-delà de ça, quand on voit aussi dans la sous-région et ailleurs où on a été, on constate qu'on ne peut pas avoir des objectifs en dessous. Donc, ce qui nous permet de faire de notre mieux au maximum et pouvoir encourager aussi ceux qui nous précéderont, nos cadets, à pouvoir aussi faire plus. Très bien, merci. Merci. Alors, prévenir ou mieux vivre avec le diabète. Alors, je vous livre rapidement le résumé descriptif du livre « Prévenir ou mieux vivre avec son diabète ». Alors, on reviendra pour lui poser la question « Pourquoi c'est personnalisé ?» Avec la transition nutritionnelle, la prévalence du diabète a augmenté rapidement en Afrique subsaharienne à 20% au plus. Les mesures hygiéno-diététiques jouent un rôle prépondérant dans le contrôle du déséquilibre glycémique et des complications cardiovasculaires du diabète. Les adaptations de mode de vie sain pour les pays à faible revenu soulignent l'importance de veiller à ce que les recommandations en matière d'alimentation et d'exercice soient adaptés aux réalités culturelles et économiques des personnes diabétiques. Les objectifs de ce livre sont de décrire des facteurs nutritionnels des patients diabétiques de type 2, les difficultés dans la prise en charge du diabète, notamment celles liées au changement de comportement. Cet ouvrage est une ébauche de répondre à cette problématique de prévention et de gestion efficace du diabète au Mali. Nous mettons en évidence non seulement le besoin de changement de mode de vie des personnes diabétiques, en particulier l'alimentation et l'exercice physique au quotidien, la prise en charge nutritionnelle et la pratique de l'exercice physique à travers des séances d'éducation qui sont indispensables pour prévenir ou mieux vivre avec son diabète. Alors ici, je vois que prévenir ou mieux vivre avec le diabète, ici, quelque part dans le résumé, on voit, on personnalise ça, prévenir ou mieux vivre avec son diabète. Là, on s'adresse directement à ceux qui sont déjà diabétiques. Oui, bon, ça c'est un peu un lapsus, mais de façon globale, en fait, nous nous adressons non seulement aux personnes qui ne le sont pas, qui ont par exemple ce qu'on appelle les facteurs de risque déjà, ou ceux qui sont déjà malades, qui peuvent avoir aussi ces éléments de facteurs de risque, qui peuvent compliquer en fait et souvent même amener des dommages irréversibles et autres. Donc ça s'adresse en fait aux des cibles. Ok. Quand nous lisons un peu le résumé, nous avons vu que vous avez donné une prévalence la prévalence du diabète dans la sous-région qui est à 20% ou plus. Mais quand nous prenons précisément le cas du Mali, est-ce que vous avez des données? Oui, dans le cas du Mali, effectivement, nous tenons à souligner aussi que une des grosses problématiques que nous avons aujourd'hui en tant que praticiens, mais aussi responsables dans le domaine de la santé de façon globale, c'est que nous n'avons pas aussi aujourd'hui de données au niveau national qui dit clairement que voici la prévalence du diabète. Et ça, c'est une grosse tare sur laquelle il va falloir se pencher. La faute est à qui? Bon, la faute peut être partagée, mais essentiellement, la faute est due au fait que nous n'avons pas beaucoup de ressources qui sont disponibilisées, ni par les partenaires, ni par l'État elle-même, pour pouvoir faire ce travail-là. Maintenant, de ça et là, on a des données qui sont réalisées, notamment le STEP. Le STEP, en fait, c'est une enquête qui est souvent financée par l'OMS et l'État. La dernière enquête STEP au Mali, je pense, c'est 2013, qui nous a donné quelques indications, mais aussi on a souvent des partenaires tels que l'ONG Santé Diabète ou autres partenaires qui ont fait des études et aussi quelques chercheurs comme nous qui faisons souvent des recherches ou autres ou d'autres dans les différentes structures de santé
c'est ce qui nous donne à peu près une indication autour de 5%. Mais pour nous, ce chiffre-là est largement sous-estimé parce que quand on fait déjà un constat, rares sont aujourd'hui dans les familles où on n'a pas au moins 1 ou 2 diabétiques. Donc quand on essaie d'avoir une extrapolation, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, cette maladie, même quand on regarde aussi les chiffres au niveau régional africain ou même mondial, on se rend compte que d'ici les 15 dernières années, les chiffres du diabète sont passés pratiquement à 200, même 300% d'augmentation aujourd'hui. Donc, ce qui nous fait tirer la sonnette d'alarme pour pouvoir avoir rapidement les données et pour pouvoir faire aussi ce qu'on appelle la santé publique et de la prévention. Mais tout à l'heure, on parlait du diabète du type 2, et il y a le prédiabète. Est-ce qu'on peut avoir le diabète sans le savoir? Et est-ce que le diabète est-il génétique? Déjà, par rapport à ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 3 types de diabète. Nous avons le diabète gestationnel qui concerne surtout essentiellement les femmes enceintes. On a le diabète de type 2 et le diabète de type 1. Maintenant, le diabète de type 1, ça concerne beaucoup plus les enfants, les adolescents. Et la génétique aussi est citée beaucoup plus dans le cas du diabète de type 1. Même si, effectivement, on a quelques prédispositions aussi pour le diabète de type 2. Mais essentiellement, pourquoi nous nous focalisons sur le diabète de type 2, qui est aussi les éléments essentiels de ces livres-là, c'est que dans le diabète de type 2, nous avons beaucoup plus de facteurs de risque modifiables. Parce que dans le diabète, on a les facteurs de risque modifiables et les facteurs de risque non modifiables. Maintenant, parmi les facteurs de risque modifiables, qui concernent beaucoup plus le diabète de type 2, c'est là où on a beaucoup de créneaux. Et d'ailleurs, pourquoi aussi? Parce que c'est ce cas de diabète aussi qui représente 90% de tous les cas de diabète. Donc c'est là où on a beaucoup plus de créneaux pour pouvoir agir et pour pouvoir faire beaucoup de sensibilisation et pouvoir permettre à ces patients-là de pouvoir soit mieux vivre avec le diabète, soit se prévenir du diabète. Très bien. Alors, la prévention, quelle est l'état? Parce que nous avons vu dans le livre, vous avez élaboré l'état des connaissances sur le diabète. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut connaître sur le diabète? D'abord, ce qu'il faut savoir, une fois qu'on a décrit les autres cas, on est sur le diabète de type 2, on est sur les facteurs de risque modifiables. Ça veut dire qu'en fait, dans les facteurs de risque modifiables, nous avons plusieurs éléments. Mais 2 grands éléments se dégagent. Parmi ces 2 éléments, on a l'alimentation. Donc, dans l'alimentation, on a les différents groupes d'aliments. Et ensuite, on a l'exercice physique qui permet, une fois que nous consommons, en fait, de pouvoir évacuer les excès, par exemple, de calories ou de glucides que nous pouvons avoir. Et c'est cet ensemble d'équilibre-là qui va permettre à ce que l'être humain puisse être en harmonie avec soi-même. Quand on n'a pas le diabète, de s'en prévenir au maximum. Et quand on l'a, de pouvoir mieux le gérer, en fait, et vivre aussi longtemps. Donc, dans l'alimentation, nous préconisons, parce que vous voyez que les 15-20 dernières années aujourd'hui, avec la transition épidémiologique et la transition nutritionnelle aujourd'hui, les individus, avant qui étaient ruraux, mangeaient essentiellement des produits ruraux, on va dire naturels. Aujourd'hui, on est plus urbain. Les gens ont rempli les villes. Ça veut dire que les gens aussi ont changé en fait leur mode de vie. Et parmi ces modes de vie, on a l'alimentation aujourd'hui qui n'est plus une alimentation où les gens préparent sainement, mangent naturellement, mais les gens vont faire des trucs vite fait ou des trucs faits préparer coin de rue. Les gens le prennent pour pouvoir aller au travail rapidement ou pour pouvoir être le maximum productif. Donc, également, les modes de transport. Avant, en milieu rural, c'est le vélo pour les plus nantis. Et à peu près tout ce qui est marche-pied, en fait, tout s'est fait à pied. Mais en milieu rural, on a la moto, on a les véhicules. Donc, ce qui fait qu'on dépense moins d'énergie. Donc, on consomme, et on dépense moins. Donc, ce qui a entraîné, en fait, l'augmentation de tout ce qui est surpoids, obésité, qui est le résultat du diabète aujourd'hui, prédiabète et autres, ou même d'autres types de maladies associées telles que les hypertensions et autres maladies cardiovasculaires. Donc il est important de se rappeler de ça. Et au-delà de ça, on a l'environnement aussi qui n'est pas propice. L'environnement urbain
n'est pas propice à la pratique de l'exercice physique. Aujourd'hui, on a l'urbanisation massive, excessive, donne moins de place à ce que les individus puissent sortir même pour marcher et autres. On a moins en moins d'espace pour ça. Donc ça veut dire que dans la prévention, on doit aussi intégrer ce qu'on appelle les politiques de ville pour pouvoir avoir le maximum d'espace pour favoriser l'activité physique, qui est un élément fondamental de notre équilibre, surtout notre équilibre alimentaire et tout simplement notre équilibre de vie. Voilà, donc voici ces éléments-là qui sont importants à prendre en compte et si on veut faire de la prévention ou de la gestion du diabète. Alors, par rapport au dépistage, est-ce que souvent vous organisez des séances de dépistage pour que les gens viennent? Est-ce que si vous les organisez, est-ce que les gens sont favorables? Les gens viennent réellement pour se faire dépister? Exactement. Bon, je profite de votre antenne pour faire un clin d'œil aujourd'hui, pour faire un clin d'œil extraordinaire aux associations de lutte contre le diabète. Au Mali, on en a deux. On a l'association malienne de lutte contre le diabète et la Fédération malienne de lutte contre le diabète, qui sont des associations qui font un travail formidable sur le terrain. Par exemple, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le diabète, qui est le 14 novembre de chaque année, avec ces associations, souvent, nous organisons des séances de dépistage massif et de sensibilisation qui peut aller à plusieurs mois et qui sont souvent accompagnés par certains partenaires, dont le cas de Santé Diabète ou autres ministères de la Santé ou autres partenaires dans le domaine, qui accompagnent à pouvoir faire ces dépistages-là. Et ce qui nous donne, c'est ce qui permet d'ailleurs à ce que certains découvrent complètement par hasard qu'ils ont le diabète souvent, ou qui sont orientés tout de suite vers les professionnels de santé. À ce niveau aussi, il y a eu un travail aussi qui est bien, c'est qu'on a, à travers la faculté de médecine ou d'autres, formés, il y a eu beaucoup d'endocrinologues et diabétologues qui ont été formés ces dernières années, qui ont été mis à disposition. Par exemple, quand on prend Bamako, on a 6 CSRF, ces centres de santé de référence, où on a au moins un endocrinologue qui est là-bas, qui gère les cas de diabète. On a les hôpitaux. On a aussi, quand on part en région, certains hôpitaux régionaux tels que Mopti, Ségou, Sigasso, on a des endocrinologues là-bas. On a aussi plein de diabétologues aussi qui sont disponibles souvent même au niveau CESCOM dans certains endroits. Ce qui permet facilement, par exemple, quand ces associations font leur dépistage, de pouvoir référer ces malades-là ou de pouvoir permettre à ces gens de confirmer les diagnostics auprès de ces professionnels de santé. C'est vrai que le tableau, il y a encore beaucoup à faire et beaucoup de gaps, mais il y a eu quand même quelques avancées notables ces dernières années qui ont permis au moins de pouvoir gérer au mieux ces cas de diabète. Très bien. Alors, lorsqu'on a déjà le diabète, comment faut-il vivre? Quels sont les aliments qu'il faut manger? Qu'est-ce qui est conseillé? Qu'est-ce qui est permis? Et qu'est-ce qui est interdit? Avant que le docteur ne réponde à cette question, nous avons quelques chiffres à donner par ici. Quand vous voyez un peu dans l'avant-propos de ce livre, vous allez vous rendre depuis l'année 2000 à nos jours, avec la transition nutritionnelle, comme il le disait, la transition nutritionnelle mondiale de l'épidémie de l'obésité, qui y est associée. Le taux de diabète et de maladies cardiovasculaires augmente rapidement en Afrique subsaharienne de 20% au plus. Alors, malgré les preuves de cette épidémie de maladies cardiovasculaires en milieu urbain africain, l'accès aux soins et aux médicaments pour le diabète et l'hypertension est limité et coûteux et beaucoup de cas restent non diagnostiqués ou non contrôlés. Alors, je reviens dans un moment pour vous donner les chiffres réels qui sont mentionnés ici avec la fédération. Avant, le docteur, vous pouvez... qu'est-ce qui est permis lorsqu'on découvre qu'on a le diabète? Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit? En fait, déjà, il faut déconstruire ce qu'on appelle le mot interdiction. Parce que, en général, quand on a découvert le diabète, il y a de cela quelques années, les professionnels de santé et beaucoup d'autres personnes, on était sur les questions d'interdit, en fait. Et ça a eu comme effet de créer beaucoup de stress et souvent beaucoup de rejet et même de déni même de la maladie. Et ça n'aide pas aussi à gérer parce que, voilà, là, on n'est plus sur les questions d'interdit, mais nous sommes sur les questions d'équilibre, en fait, d'équilibre alimentaire et aussi de rationalisation. Maintenant, parmi ces notions d'équilibre, d'abord, il faut savoir que nous avons
Et, par exemple, des ingrédients que nous utilisons beaucoup, tels que le sel, les bouillons de cube et autres huiles que nous utilisons et même le sucre que nous mangeons. Ce sont en fait ces différents aliments qu'on pointe beaucoup dans les cas de complications du diabète, même de survenue, mais aussi de complications quand on a le diabète. Donc on demande aux patients, par exemple, de complètement délaisser ou de complètement limiter en fait la consommation en fonction des niveaux. Parce que dans le cas du diabète, il y a des niveaux. Il y a des cas où, par exemple, la glycémie n'est pas assez élevée, où la glycémie ne peut pas beaucoup de yo-yo. Donc, ce qui permet de pouvoir, par exemple, parler surtout de rationalisation dans ces cas. Et il y a des cas où il faut complètement les laisser, en fait, où carrément on peut parler aussi de les laisser complètement, parce que ces ingrédients ne sont pas essentiels pour pouvoir avoir ce qu'il faut pour pouvoir faire ces activités, en fait. Maintenant, en dehors de ça, ce que nous préconisons beaucoup, qu'il faut augmenter, c'est surtout le groupe des fruits et des légumes. Le groupe des fruits et légumes est essentiel non seulement dans la prévention, mais aussi dans la gestion. Pourquoi? Parce que ces légumes et ces fruits fournissent des vitamines et des minéraux. Notamment, parmi les vitamines, on a les antioxydants qui aident beaucoup la régulation et même le fonctionnement et même renforcent le système immunitaire dans notre protection. Donc c'est pourquoi on demande aux gens d'avoir, par exemple, dans les sauces, il faut mettre beaucoup plus de légumes et aussi les fruits. Et avoir ça dans notre alimentation quotidienne, par exemple, même les collations que nous utilisons, les grignotages et autres que nous utilisons au quotidien, de remplacer tout ce que nous prenons comme sucre ou comme par exemple les bonbons et autres, les même boissons. boissons, de remplacer ça par des trucs naturels tels que les fruits, les légumes. Mais les fruits aussi sont souvent sucrés. Hein. Oui. Les fruits sont sucrés. Ok, effectivement, dans ça, ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que, bon, la tendance est de penser que les fruits sont sucrés, mais dans les fruits, nous avons ce qu'on appelle le glucose ou les glucides qui sont bons, qui sont essentiels, qui est différent, par exemple, de ce que nous prenons, qui est le sucre tout à fait simple à raffiner et qui se retrouve facilement dans le sang et autres. Alors que par les fruits, nous avons ce qu'on appelle les glucoses complexes qui sont essentiels et qui produisent par exemple les calories essentielles pour nous pour pouvoir fonctionner. Et maintenant, au-delà de ça, nous par exemple en tant que professionnels de santé, nous avons une stratégie de ne pas déconseiller ou faire peur aux gens. Par exemple, ceux qui sont diabétiques, leur dire ne mangez pas de fruits, ne mangez pas, parce que nous savons que les fruits sont essentiels pour eux. Donc, on ne les encourage pas à ne pas en manger. Parce que déjà, souvent, dans la plupart des cas, ils n'en mangent pas suffisamment assez. Donc, leur dire de ne pas manger parce qu'il y a du sucre dedans, pour nous, c'est contre-productif. Et d'ailleurs, les études le démontrent. Mais par contre, on peut leur dire, quand on a une certaine assurance que celui-là est réceptif et qu'il en mange plusieurs, et qu'au cours, par exemple, des consultations de routine, on se rend compte qu'il en mange un peu plus, on peut lui demander de rationaliser. Mais pour un départ, pour le maximum de patients, on les encourage à en manger maximum parce que même si ça fait mal, ça fait moins de mal, par exemple, qu'un bouillon ou qu'un sucre ajouté, ou bien comme du sel, où on en met souvent dans le riz, coucou à nos sœurs et maman, où on en met souvent, on en met dans la sauce, et en plus, on le dépose souvent sur la table, ce qui est essentiellement contre-productif si on veut quand même prévenir la santé, parce que ce que les uns et les autres doivent comprendre, ce que nous mettons dans notre assiette, c'est ça qui détermine la santé, par exemple, de nos enfants, de nos maris, etc. etc. Et Dieu seul sait que cette maladie-là, ce n'est pas seulement en termes de coûts financiers, même en termes de charges, non seulement sur la famille, psychologique, mentale et même économique sur le pays. Parce qu'un diabétique qui est malade et qui travaille dans une entreprise, qui travaille dans l'État, souvent ne peut pas avoir le même rendement. Voilà, donc ça joue même sur nos économies. Donc les uns et les autres doivent se rendre compte que cette maladie-là, elle est hyper importante à regarder et déjà à essayer de trouver des solutions pour que on puisse anticiper et pouvoir nous développer. Mais est-ce qu'un jour, le diabétique peut découvrir au cours d'une visite médicale que le diabète n'est plus là?
Très très rare, parce que, pour ne pas dire pas possible, parce que le diabète, ce n'est pas une maladie qui se guérit. Et ça, c'est quelque chose, je m'adresse essentiellement aux téléspectateurs, à tous nous. Il n'y a pas de débat sur la question de la guérison du diabète. Le diabète, ce n'est pas une maladie qui se guérit. Pourquoi? Parce que le diabète, c'est le défaut de fonctionnement d'un organe qu'on appelle le pancréas. Alors que ce n'est pas des organes qui se renouvellent ou ce n'est pas des organes qui se régénèrent. Donc, il faut que ça soit équivoque. Et d'ailleurs, je profite pour lancer un appel à nos autorités. Souvent, on a tendance à croiser, par exemple, des individus qui envoient des affiches. Par exemple, c'est écrit « Guérir le diabète » ou il y a un numéro dessus. Je pense que ce sont des pratiques qu'il faut combattre parce que ça donne des fausses illusions et ça crée la confusion chez nos parents malades. Et ça n'aide pas aussi les praticiens dans leur travail. Donc je pense que ça... Mais si ça guérit réellement et qui les gens ont des témoignages? Scientifiquement, en fait, ce n'est pas un débat, en fait. Non, oui, c'est clair, parce que c'est physiologique, c'est biologique. Ce n'est pas un débat. C'est-à-dire, nous n'allons pas débattre avec quelqu'un pour dire que le diabète guérit, le diabète ne guérit pas. Ce n'est pas un débat. Nous savons tous que c'est une maladie chronique et c'est un défaut de fonctionnement. C'est comme si on est d'accord que l'être humain grandit et que les cellules vieillissent et que nous sommes tous appelés à mourir face au vieillissement cellulaire. Donc, on est d'accord que le diabète est irréversible, en fait. Mais par contre, on peut le gérer et on peut vivre, avec. Et mieux vivre avec. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas être alarmiste et il ne faut pas être fataliste. Vous avez des diabétiques qui peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Ils ont le diabète et ils le gèrent bien et ils vivent bien. Et on n'a même pas l'impression qu'ils sont malades. Et pour ça, il faut adopter un certain nombre de comportements que nous avons cités tantôt. En fait, on doit intégrer dans notre état d'esprit, dans notre mindset, un mode de vie, un comportement, des styles qui vont nous permettre de pouvoir mieux vivre. Et quand on a... Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, qu'il faut ajouter, c'est que le traitement thérapeutique aussi, par exemple l'insuline et les antidiabétiques oraux, sont extrêmement importants, mais ne suffisent pas. Ne suffisent pas parce qu'ils ne seront même pas efficaces si le comportement approprié ou les habitudes saines d'alimentation ou autres activités physiques n'y sont pas intégrées. Donc, c'est pourquoi nous encourageons les uns et les autres à se rapprocher au maximum des spécialistes et aussi à s'informer. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils et autres, notamment ces livres-là contribuent dans ce sens-là, à pouvoir informer les populations, à avoir le maximum. Nous allons travailler, on ne va pas s'arrêter là, on va travailler notamment d'ici quelques temps en fonction de nos disponibilités, à pouvoir traduire ça dans nos langues locales, notamment en Bambara et en Soraï, à ce que le message puisse passer au maximum, que les uns et les autres puissent apporter des comportements sains pour eux. C'est ça qui est effectivement prouvé et c'est ça qui est possible de faire. Mais pour nous, la question de la guérison, c'est une utopie, c'est une leurre en fait. Okay. Voilà. Alors, entre parenthèses, dans la rédaction de ce document, est-ce que vous avez travaillé avec les médecins traditionnels? Est-ce qu'eux, ils disent réellement qu'ils ne peuvent pas guérir ça? Parce que souvent, c'est eux qui disent non, ce que la médecine moderne ne peut pas faire. Quand vous amenez ça chez nous, les tradithérapeutes, nous le pouvons. En fait, il faut comprendre. Nous ne sommes pas contre les tradithérapeutes et on ne parle pas forcément du fait que les tradithérapeutes, certains tradithérapeutes organisés et qui se servent de la science. Et eux là savent, et eux là ont un autre discours. Leur discours, c'est ils vont accompagner peut-être soit avec des compléments alimentaires, ils vont accompagner avec des infusions qui peuvent aider à stabiliser un peu certains aspects. Nous ne sommes pas forcément contre ça. Il y a même aujourd'hui la médecine traditionnelle aujourd'hui est institutionnalisée au Mali. On a l'Institut national de santé publique, il y a tout un département. On a même un de nos professeurs, la professeure Orokia, avec lequel Koukoukou, qui est un de nos maîtres et qui a participé à notre formation à la faculté de médecine. Voilà, mais on ne parle pas de ceux-là. On parle de, par exemple, ceux-là à côté qui, il y en a pas mal, qui souvent ont le créneau à travers certains médias, qui ont le créneau. Et je pense que ça, il faut réguler ça. Et parce que ça complexifie beaucoup le travail des professionnels de santé. Et ça, vraiment, c'est un clin d'œil que nous lançons à nos autorités, de vraiment voir sur cet aspect.
peut-être certaines maladies qu'on peut avoir peut-être des débats ou peut-être, mais le cas du diabète, il n'y a pas de débat sur ça parce que scientifiquement c'est prouvé qu'on ne peut pas... Voilà, c'est une maladie chronique, c'est une maladie au long cours, c'est une maladie de toute une vie en fait. Très bien. Voilà, alors nous tendons vers la fin de cette émission. Alors nous donnons rapidement l'état des connaissances sur le diabète. On donne juste quelques briefings sur quelques chiffres. Alors, selon la Fédération internationale du diabète FID, 425 millions de personnes vivaient avec le diabète en 2021. Celle-ci prévoit que d'ici 2045, ce chiffre serait de 628 millions de personnes, représentant plus de 80% dans les pays à faible et moyen revenu. D'après les récentes projections de la mortalité globale dans le monde, le diabète deviendra la 7e cause de décès d'ici 2030. Déjà en 2019, la FID estimait que 19 millions d'adultes vivaient avec le diabète sur le continent africain qui connaîtra d'ici 2045 une forte augmentation du nombre de diabétiques avec 47 millions de personnes vivant avec le diabète. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Les chiffres sont alarmants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a... nous avons aujourd'hui les moyens de prévenir encore mieux ces chiffres qui, d'ici 2030, 2045? Déjà, avant de parler de façon globale, nous, au niveau de la faculté de médecine, nous avons eu à faire des réflexions et à mener des travaux, notamment certains travaux qui sont cités dans ce livre-là. En fait, nous sommes partis d'un exemple qui a été fait au niveau des États-Unis. Parce que ce qu'il faut savoir, les grandes recommandations qui existent dans le domaine de la nutrition aussi sont des recommandations internationales de ces pays-là, qui ne sont pas souvent calquées à nos réalités ici. Donc nous, on a pris l'exemple d'un programme particulier aux États-Unis qu'on appelle DPP, qui est Diabète Preventive Programme, qui fait le focus sur les habitudes, notamment alimentaires et autres, etc. Donc on a fait en fait ce travail de conceptualisation où nous avons développé deux livrets, un livret sur l'alimentation, un livret sur l'exercice physique. Donc dans ce livret-là, nous avons testé des recettes, c'est-à-dire des sauces maliennes, où on a essayé de les préparer avec pratiquement très peu d'huile, très peu de sel, pas du tout de cubes de bouillon et autres, mais avec beaucoup de légumes et aussi tout ce qui est viande, très préparé, où on a extraire tout ce qui est... Vous avez acheté beaucoup de viande, bien très peu de viande? Non, très peu de viande. Okay. On utilise très peu de viande et de préférence souvent viande de poisson ou viande de poulet qui sont ceux qui sont conseillés. Ça, c'est la viande blanche. Maintenant, en ce qui concerne la viande rouge, on demande surtout d'extraire tout ce qui est graisse dessus, de vraiment le nettoyer au maximum et d'enlever ça et de les préparer. On s'est rendu compte que dans cette étude-là, qui a duré, en fait, la préparation a pris beaucoup de temps pour contextualiser, mais nous avons testé pendant presque 6 mois, 8 mois sur des malades diabétiques ou souvent hypertendus. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, beaucoup de croyances qui existent sur le fait qu'on ne peut pas manger les trucs sans sel, on ne peut pas manger les trucs sans autre, ont été déconstruits. On se rend compte qu'on peut préparer sans ces éléments-là et ça peut être très bon en termes de goût. Sans le sel, docteur? Oui. Ou bien avec une grande diminution. On peut remplacer, par exemple, certains de ces bouillons ou autres par exemple, des ingrédients renforcés. Par exemple, on a le poisson fumé, par exemple, que si on le pile bien, on met, par exemple, certains ingrédients, épices et autres, l'ail et autres, ça peut servir. Exactement, ça donne du goût. Il y a aussi les crevettes. Exactement, et ça donne du goût et on le mange, etc. On est arrivé à déconstruire et souvent même on se rend compte que ce n'est pas aussi cher que ça. Peut-être légèrement un peu d'effort pour augmenter sur la panier de la ménagère, mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment une impossibilité. Donc on a construit et on a eu des résultats. Et même des résultats sur, par exemple, le taux d'hémoglobine glyquée, qui est le sucre qu'on suit régulièrement chez les diabétiques. On se rend compte que les chiffres, par exemple, tensionnels et autres, ont commencé à diminuer, ont commencé à s'équilibrer. C'est sur des patients, hein? Oui, c'est sur des patients et, qui sont dans la communauté et qui sont diabétiques et qui peuvent suivre l'exercice, en fait.
C'était comme une cohorte en fait. On les a pris et on les a suivis et on les a fait appliquer un certain nombre de choses, notamment les recettes de livret, certaines d'autres activités, l'exercice physique à domicile, etc., etc. Donc, ça a beaucoup aidé. Ça, c'est ce que nous, on a fait et que nous avons aussi pris certains de ces éléments qui sont dans le livre et que nous essayons de vulgariser. Donc, il y a aussi d'autres acteurs comme nous, comme autres avec lesquels nous travaillons, Santé Diabète, la faculté de médecine et la direction générale de la santé et de l'hygiène publique avec son département maladies non transmissibles, dans lequel on a le diabète et autres acteurs, associations des diabétiques, on essaye au maximum avec les ressources, peu de ressources. Ce qu'il faut souligner, c'est que les cas du diabète et ces maladies non transmissibles ne sont pas des maladies qui attirent grand monde, même en termes de partenaires financiers. On n'a pas beaucoup de ressources et les gens ne se bousculent pas autour de ces maladies-là. Pas comme par exemple le Covid qui a mobilisé le monde ou autre, sans pouvoir, et même les maladies transmissibles aussi, qui souvent ont beaucoup plus de ressources. Ouais, donc nous, comme le VIH, palu, tuberculose ou autres, qui sont souvent subventionnés. Donc c'est un cri de cœur aussi au niveau politique national et international que le diabète aussi compte et autres maladies non transmissibles et qu'il faut essayer peut-être d'équilibrer au maximum. C'est ce qui m'amène à ce qu'il faut faire. Donc une des choses, c'est peut-être d'équilibrer ou d'augmenter en fait les ressources autour de ces maladies-là pour qu'on puisse d'abord cerner la vraie problématique. Parce qu'une des grosses problématiques, c'est que 2 tiers des gens sont peut-être diabétiques et ne le savent pas. Et on le découvre au cours d'une consultation ou même d'une complication médicale. Et souvent, c'est trop tard et souvent, c'est avec des séquelles. Et ça, on ne peut pas le prévenir, on ne peut pas avoir les éléments de prévention si on ne sait pas. Donc, c'est pourquoi il faut avoir une épidémiologie situationnelle telle que la prévalence. Et ça, il le faut dans nos pays, comme le Mali ou d'autres pays ou ailleurs. Ensuite, à travers ces chiffres, on peut développer des politiques, des politiques de santé communautaire, des politiques de prévention, des politiques de gestion. Et c'est après ça aussi qu'on pourra mettre en place un renforcement de capacité du système de santé à pouvoir diagnostiquer, à pouvoir gérer. Et on peut aller même jusqu'à tout ça s'appelle la question des médicaments, à rendre les médicaments plus accessibles. Par exemple, dans l'AMON ou bien l'assurance maladie, le RAMU, qui est en cours de transition, doit pouvoir permettre de financer ces produits-là et de les rendre plus accessibles aux patients. Donc voici un certain nombre de ces éléments qu'il faut rapidement mettre en place pour pouvoir prévenir ce boom qui arrive et qui risque d'avoir beaucoup d'impact à tous les niveaux sur le pays. Très bien. Alors, une dernière question. La prise en charge au Mali, vous avez déjà touché quelques points, mais comment se fait la prise en charge? La prise en charge aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que si on est diabétique, nous encourageons les gens. Par exemple, dans le cas de Bamako, on a moins en moins, effectivement. La problématique, ce n'est plus de ne pas avoir les spécialistes pour prendre en charge. Comme je l'ai dit tantôt, on a au moins des endocrinologues. Je fais un clin d'œil à mes collaborateurs et certains de mes aînés avec lesquels nous travaillons beaucoup, qui sont dans ces CCRF-là et qui ont une file active et qui consultent pratiquement tous les jours. Donc, les gens peuvent aller se faire suivre au niveau des CCRF. Maintenant, au niveau des hôpitaux également, il y a par exemple, pratiquement tous les hôpitaux aujourd'hui, il y a au moins un service de médecine interne ou d'endocrinologie qui prennent en charge ces maladies-là. Maintenant, quand on va au niveau des régions, dans certaines grandes régions telles que Sigasso, Ségou, Mopti, nous avons des endocrinologues aussi. Nous encourageons les gens avant, quand quelqu'un était diabétique, il devait quitter jusqu'à les Niayes ou au fin fond pour venir à Bamako. Là, au moins, on a pu résoudre ça. Dans les hôpitaux régionaux, tous les hôpitaux régionaux, pratiquement, on a au moins des diabétologues ou des médecins référents diabète qui ont été formés et à la prise en charge du diabète. Donc, il faut aller vers ces structures. Là où il y a encore du boulot, c'est au niveau CESCOM. C'est au niveau CESCOM où on n'a pas de spécialistes capables de prendre en charge le diabète. On a quelques CESCOM qui ont peut-être pu avoir un diabétologue sous contrat par-ci par-là qui peut éventuellement donner certaines indications, qui peut peut-être traiter, mais ce n'est pas le cas de tous les CESCOM. Maintenant, les CESCOM aussi, ce n'est pas dans tous les cas où souvent on a ce qu'on appelle des glycomètres pour pouvoir faire un dépistage rapide et le confirmer auprès des spécialistes. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est connu que les uns et les autres aillent vers les professionnels de santé et vers les structures
pour pouvoir connaître leur statut. Dès un certain niveau, dès 20 ans déjà aujourd'hui, avant on parlait de 40 ans, à un moment on parlait de 30 ans, mais aujourd'hui, dès la vingtaine aujourd'hui, on doit déjà commencer à faire attention et faire sa glycémie tant qu'on peut pour avoir une indication sur son taux de sucre dans le sang. Très bien. Alors, merci, docteur Bonkana Maïga. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez un mot de la fin à l'endroit de nos téléspectateurs. Le mot que j'ai pour les téléspectateurs, c'est d'abord de vous remercier, vous, monsieur Fabrice et toute votre équipe, de nous avoir donné ce créneau pour pouvoir mieux parler de cette problématique-là. Nous encourageons également, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, les téléspectateurs de s'informer au maximum en acquérant le livre qu'on peut acquérir en nous contactant. Et également, on demande aussi d'aller vers d'autres spécialistes aussi pour pouvoir se prévenir quand on n'a pas et éventuellement, si on l'a aussi, de pouvoir se prendre en charge et de croire au maximum à notre capacité, notamment nos professionnels de santé, à gérer cette maladie et à ne pas se faire aussi embarquer par des situations où on parle qu'on peut guérir le diabète. Voilà, nous encourageons au maximum les uns et les autres à se former et aussi à se prendre en charge. Merci beaucoup. Merci, docteur Bonkana Maïga. Merci d'être passé. Revenez quand vous voulez. D'accord, merci beaucoup. Très bien. Okay. Alors, mesdames et messieurs, cette émission s'achève ici. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Alafia TV. C'était une émission produite par Alafia TV qui est une initiative du journal scientifique et technique du Mali, JSTM. À nous revoir la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. C'était docteur Bonkana Maïga, médecin, nutritionniste et épidémiologiste à la faculté de médecine et d'entostomologie, FEMOS, je suis arrivé, centre universitaire de recherche clinique UCRC. La semaine prochaine, c'est une nouvelle aventure. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, mais notez très bien que c'est Dieu qui demeure fort.